Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va parler de style CSS et plus précisément, on va voir quelles sont les règles CSS qui sont appliquées par défaut par les navigateurs sur les pages web que vous créez. On va voir quelles sont ces règles-là et comment les trouver dans le navigateur. On va voir pourquoi il est intéressant de les réinitialiser ou de les supprimer. Et enfin, on va appliquer notre propre règle par-dessus pour appliquer un règle et un style général à notre page. Cette vidéo fait partie d'une série où on essaye de créer un site internet de A à Z. Si vous n'avez pas vu la première partie où on a créé le squelette de la page, vous pouvez aller le voir. Sinon, c'est pas grave. Si vous êtes uniquement intéressé par le style CSS et comment réinitialiser les styles CSS, on va voir ça tout de suite. C'est parti. On va donc partir de la base qu'on a créée la dernière fois, c'est-à-dire ce code-là. On avait donc mis une balise HTML, une balise en tête, une balise de body. À l'intérieur, on avait vu qu'on avait mis trois parties, header, main et footer. Dans le header, c'est-à-dire dans l'entête de la page, on avait mis un lien uniquement en haut à gauche pour pouvoir retourner à la page d'accueil. Dans le corps de la page, on avait mis un titre dans une balise H1. On avait mis ensuite une phrase. Et dans le pied de page, on a mis encore une phrase. Et ensuite, on a mis une liste avec deux éléments. On peut afficher cette page dans notre navigateur, comme on l'a vu, et le résultat est le suivant. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les éléments qu'on a mis dans notre page. Tout en haut, on voit le lien dans l'entête qu'on a mis avec l'accueil. On voit notre balise H1, c'est-à-dire notre titre qui est affiché plus gros. On voit la ligne avec le contenu de la page, on a mis les derniers articles. Et on voit notre pied de page en dessous avec notre liste et les deux éléments. Là, j'ai mis abonnez-moi sur ma chaîne et suivez-moi sur Twitter. Tous ces éléments, on peut voir qu'ils ne sont pas mis directement en haut à gauche, sans style, sans mise en page, mais qu'il y a déjà une certaine mise en page, des caractères spéciaux qui ont été mis, une taille différente pour les éléments, et éventuellement certains, on voit que sont en bleu ou certains sont soulignés. Plus précisément, on voit que les liens, c'est-à-dire le lien accueil, les liens qu'on a mis en bas de page, ils ont deux caractéristiques principales. Un, ils sont en bleu, et deux, ils sont soulignés. Ça veut dire que ces deux caractéristiques-là ont été appliquées par défaut, étant donné que ce n'est pas moi qui l'ai indiqué, par le navigateur. On voit aussi que notre titre H1 principal, c'est-à-dire notre titre principal de la page, dernier post, est affiché en plus gros et affiché en gras. Et enfin, on voit que dans notre pied de page, on voit que notre liste qui est composée de deux items, de deux éléments, on voit qu'elle a deux caractéristiques à nouveau. La première, c'est qu'il y a une petite pastille, une ronde qui a été mise avant les éléments. Et la deuxième, c'est qu'il y a une indentation qui a été rajoutée, c'est-à-dire qu'il y a le texte qui est décalé depuis la bordure gauche de la page, et on voit qu'il y a environ un paragraphe qui a été créé comme pour dire je décale ce texte-là, et toutes les listes, elles sont décalées par rapport au texte classique. Si le navigateur utilise et applique des règles spécifiques, c'est qu'il y a une raison. Les raisons, elles sont probablement historiques, et historiquement, on avait les liens qui étaient en bleu et qui étaient soulignés. Ça permettait aux utilisateurs d'avoir ces codes d'Internet qui permettaient de dire et de se rendre compte visuellement et de comprendre facilement que toutes les pages, lorsqu'il y avait un élément sur lequel on pouvait cliquer avec sa souris, c'est parce qu'il était bleu et c'est parce qu'il était souligné. Aujourd'hui, on peut changer ces choses-là. Alors ça peut rendre la compréhension plus difficile pour l'utilisateur, mais c'est quelque chose qu'on va garder à l'esprit ensuite lorsqu'on va modifier, de ne pas casser ces codes-là pour que l'utilisateur qui a l'habitude de voir qu'un lien c'est bleu et c'est souligné, il ne retrouve pas quelque chose qui soit non pas souligné, non pas en bleu et qui soit uniquement en noir. Si on faisait ça et que le texte et les liens étaient de la même police de caractère, avec le même style, c'est-à-dire pas souligné ni rien, l'utilisateur n'aurait aucune façon de comprendre que ça c'est un texte et ça c'est un lien. Donc voici la raison pour laquelle, entre autres, on mettait du bleu et du souligné pour les liens. Pour les titres, c'est pareil. On mettait une certaine chronologie et une certaine différence entre les balises H1, H2, H3, H4, H5 et H6 pour donner une impression à l'utilisateur comme dans un livre, comme sur Word, où il y avait un titre principal, un sous-titre, un sous-sous-titre, etc. Pour les listes, c'est pareil. On a l'habitude de mettre des listes avec des éléments comme on mettrait des tirets quand on écrit avec un stylo, un petit peu décalé par rapport au reste du texte. C'est pour ça que ça a été fait comme ça. En cherchant un petit peu sur Internet, on peut trouver où se situe le fichier dans Firefox, et c'est pareil dans Chrome, et c'est pareil dans Safari probablement, où se trouve le fichier qui contient toutes ces règles-là. J'ai trouvé dans Firefox que c'était dans un fichier qui s'appelle ressources, gre ressources,
pas arrobase, mais slash html.css. Il y a alors d'autres fichiers qui sont utilisés pour le style, notamment form.css ici, qui est pour tous les éléments du formulaire, comme les inputs. Pour le HTML, on retrouve tous les éléments qu'on vient de voir, c'est-à-dire que si on cherche, par exemple, la balise H1 ici, on se rend compte ici qu'il y a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que la taille du texte elle est de 2 EM, c'est-à-dire 2 fois la ligne du texte, la hauteur du texte. Et la deuxième caractéristique qu'on a vue, c'était donc que le texte était en gras. Et ici, on retrouve cette règle CSS qui est appliquée aux balises H1. On pourrait aussi retrouver la même chose pour les listes avec les éléments. On voit donc qu'il y a une petite pastille qui a été mise et que c'est décalé. Et si on cherche ici UL, parce qu'on a utilisé une balise UL dans laquelle on a intégré 2 éléments LI. Et cette balise UL, on voit qu'ici qu'il y a une style disque qui permet d'avoir la petite pastille, il me semble. Et ensuite, il y a un petit peu de padding qui est de 40 pixels, qui fait que cette liste-là, elle est décalée. On pourrait trouver la même chose et voir par exemple que pour les listes numérotées, on voit que la liste de type décimal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une petite pastille comme ici, mais il y aurait marqué 1, 2, etc. Il y aurait pareil l'indotation de 40. Et on peut retrouver toutes les mises en page qui sont par défaut, qui nous permettraient, si on voulait, de publier la page telle qu'elle. On pourrait se contenter de ces styles-là, ou alors on pourrait réinitialiser ces styles pour ne pas être dépendant des choix qui ont été faits par le navigateur. Alors ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que si on réinitialise la majorité des styles, c'est qu'on n'ait pas une expérience et qu'on ne propose pas une expérience différente, qu'on soit sur Firefox, sur Safari, sur Chrome, sur Opera, etc. La deuxième chose à garder à l'esprit, c'est que si on enlève ces styles-là, il faut garder en mémoire le fait que ces codes dont je parlais avant, il va falloir les rétribuer et les réintégrer à notre façon, mais de façon adaptée. C'est-à-dire que les codes que l'utilisateur a l'habitude d'avoir, le fait que ce soit souligné, le fait que ce soit en bleu, etc., on n'est pas obligé d'utiliser exactement les mêmes, mais on doit garder l'esprit pour que l'expérience, elle soit la plus agréable et la plus facile pour les utilisateurs. On ne va pas mettre des choses en rose si l'utilisateur il a l'habitude d'avoir quelque chose en bleu, etc. Donc nous, dans notre cas, on va utiliser nos propres styles et on va donc réinitialiser tous les styles que l'on a vus. On va revenir à notre code et on va intégrer du style à cette page. Pour créer du style et associer des règles de style CSS à une page, on a 2 possibilités. La première, c'est de mettre du style en ligne directement. Si je mettais par exemple que le texte était en rouge, je pourrais très bien le mettre directement dans le fichier HTML que je viens de créer et je mettrais que la couleur est rouge. Et ça fonctionnerait très bien. Voilà. La deuxième chose, et c'est ce qu'on va faire parce que ça permet d'organiser un petit peu mieux notre page, c'est qu'on va mettre une balise link qui nous permet de créer nos styles CSS dans un document séparé et de dire à notre page web le style CSS est contenu dans cette page-là. Et on va dire que c'est un style, donc la relation entre la page HTML et notre document, c'est style sheet, c'est-à-dire une feuille de style CSS, et que le lien, ce soit, donc c'est-à-dire le nom du fichier, on va l'appeler reset, comme réinitialiser.css. Ce fichier, il n'existe pas, on va le créer et on va l'appeler reset.css. Et si on revient sur notre code, on voit, si on inspectait la page, que dans notre balise head, on voit que notre balise reset.css, elle existe bien. Dans cette balise reset.css, on va utiliser des sélecteurs comme pour toutes les règles. Le sélecteur permet de donner le périmètre d'application des règles qu'on va donner. Le premier périmètre qu'on va donner, c'est le périmètre le plus global. C'est-à-dire qu'on va dire, ces règles-là qu'on va définir, on veut les appliquer à toutes les balises. Peu importe le nom, et peu importe le style de balise. C'est le sélecteur étoile. Ce sélecteur étoile, il permet de dire appliquer à tous les éléments. Ensuite, ce sélecteur étoile, on va mettre plusieurs choses. La première chose qu'on a vue, et on n'en a pas forcément parlé au début, c'est que le texte ici
et pas collé directement au côté de la page, c'est-à-dire verticalement et horizontalement. C'est pas collé en haut à gauche à la bordure de la page. Il y a un petit peu de marge qui a été mis, que ce soit en haut et en bas. On voit d'ailleurs que la marge du haut, elle est un petit peu plus grande que la marge sur les côtés. Cette marge-là, on va les réinitialiser et ça aura pour effet de coller vraiment le texte à gauche, c'est-à-dire au début de la page, et en haut, c'est-à-dire en haut de la page. Pour faire ça, on va tout simplement dire margin 0. Et on peut voir directement le résultat sur notre page. Et on voit cette fois-ci que la marge qui a été appliquée par le navigateur à la base, elle est partie. Donc ça, c'est donc réinitialiser la marge. On va faire la même chose avec ce qu'on appelle le padding, c'est-à-dire, alors je ne sais pas comment ça s'appelle en français, on va dire la marge intérieure. Donc quand on a un élément, on a une marge qui est entre l'élément et l'élément adjacent, et on a la marge qui est à l'intérieur, c'est-à-dire entre la bordure et le contenu. Ça s'appelle le padding. Et le padding, on va aussi mettre 0, même si je pense que ça n'aura pour le moment aucune conséquence sur notre page, parce qu'on n'a pas de cas de padding particulier. Si on voit que nos listes-là, elles avaient du padding qui était de 40. Donc ça, on l'a aussi enlevé, et ça a pour conséquence aussi d'enlever la pastille. Ensuite, on va modifier ce qu'on appelle le box sizing. Box sizing, ça permet de définir la façon dont le navigateur calcule la dimension des éléments. On a deux valeurs, content box et border box. Pour vous montrer comment ça fonctionne, on va faire un petit exemple. Imaginons qu'on fait une page HTML. Dans ce document, on va mettre une balise HTML, comme d'habitude, dans laquelle on va mettre une balise head. Et cette fois-ci, on va mettre du style en ligne. Et dans le contenu, on va mettre deux divs, c'est-à-dire deux boîtes, deux carrés, avec du contenu dedans. La première, on va voir box sizing border box. Et la deuxième, on va voir content box. Pour qu'on voit réellement et pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. Je vais appliquer du style pour qu'on le voit bien. Et on va lui dire que chacun des deux éléments, il y a une taille spécifique, c'est-à-dire une hauteur spécifique et une largeur spécifique. La hauteur, ce sera 30 pixels et la largeur, c'est 100 pixels. Ensuite, on va aussi ajouter du padding, c'est-à-dire l'espacement à l'intérieur entre la bordure et le texte. Et on va lui dire que c'est en haut et en bas, rien. Et sur les côtés, on va mettre 10 pixels. Ensuite, pour le border box, on va lui mettre donc box sizing border box. Et pour l'autre, on va mettre content box. On va mettre de la bordure pour qu'on voit la différence. Ici, on va mettre une bordure de 10 pixels bleu. Et ici, on va mettre une bordure de 10 pixels rouge. Donc, si je résume, on a deux éléments strictement identiques qui mesurent tous les deux 30 pixels de haut, 100 pixels de large, avec 10 pixels de padding à gauche et à droite. La seule différence, c'est qu'on a mis pour l'un border box dans box sizing et dans l'autre content box. Et pourtant, les deux boîtes ont deux tailles relativement différentes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de primordial sur la façon dont sont calculées les choses. Border box, c'est-à-dire la bleue, est donc plus petite. La raison pour laquelle c'est plus petit, c'est parce que les 100 pixels de largeur de notre box incluent le texte, le padding et la bordure. C'est-à-dire que si on met border box, on se simplifie la vie en disant que si je donne une taille fixe à mon élément, c'est-à-dire 100 pixels, je veux que tout ce qui est à l'intérieur, le contenu, le padding et la taille de la bordure, tout soit contenu dans les 100 pixels. Et la taille du texte, elle varie en fonction, mais que le total, il fait 100 pixels. Pour le content box,
c'est l'opposé. C'est-à-dire que les 100 pixels de notre largeur est uniquement consacré pour le contenu, ici, le contenu du texte. Et ensuite, on rajoute 10 pixels de chaque côté pour le padding, c'est-à-dire 10 à gauche, 10 à droite, c'est-à-dire 20. Et ensuite, on a 10 pixels de bordure, 10 à gauche, 10 à droite, c'est-à-dire 10 et 10, 20 pour la padding, et 10 et 10, 20 pour la bordure, c'est-à-dire 40. Donc du coup, on se retrouve en border box à avoir 100 pixels, exactement comme on l'a dit. On a dit que la taille, elle faisait 100 pixels. Par contre, pour le rouge, pour le content box, on a 140 pixels, étant donné que la taille qu'on a définie était en content box uniquement, content c'est le contenu en anglais, c'est-à-dire uniquement dédié pour le contenu. Donc on a 100 pour le contenu, en bleu, border box, on a 100 pour le tout. Dans tous les projets que j'ai vus, on utilisait toujours border box, c'est-à-dire qu'on utilisait, quand on disait 100 pixels, ça inclut tout, ça inclut la taille du texte, ça inclut le padding et ça inclut la marge. Donc nous, c'est ce qu'on va faire pour se simplifier la vie. Quand on dira que c'est 100 pixels, ça inclut tout et on ne calculera pas à chaque fois. Mais 500 pixels, mais on a rajouté aussi du padding, donc il y a tant et tant. Et puis il y en a seulement à gauche et pas à droite. Et on a rajouté aussi une taille pour les bordures, etc. On doit prendre plein de paramètres en compte, alors que si on prend border box, quand on dit 100 pixels, c'est 100 pixels pour tout. C'est ce qu'on va faire. Et on va dire, on va revenir au code, et on va dire que reset box sizing, c'est border box. Et ça veut donc dire que la taille des éléments inclut le contenu, le padding et la taille des bordures. Ou les bordures, tout simplement. OK ? Ensuite, on va rajouter 3 éléments qui permettent de modifier la façon dont le texte est affiché. Le premier, c'est line height, et on va dire inherit, c'est-à-dire hériter les valeurs. En d'autres termes, ça veut dire que les valeurs qui ont été définies dans l'élément parent, ils sont répercutés dans l'élément fils. Donc si on met un élément dans un autre élément, les valeurs line height, elle est héritée, on appelle ça, c'est-à-dire qu'elle est prise depuis l'élément parent. On va faire la même chose pour la couleur, c'est-à-dire que si on met du texte et rouge pour un élément, tout ce qui est à l'intérieur, ce sera rouge aussi. Et on va faire la même chose pour la police. Et ça, c'est donc hériter les valeurs depuis l'élément parent. OK ? On peut retourner sur notre page, voir ce que ça donne. Et ici, on voit que la majorité du style a été enlevée et on se retrouve avec du texte déjà qui est aligné sur la gauche, qui est aligné au-dessus. Tout est de la même taille et tout est de la même police. On est bien, on a encore une chose, c'est on a le souligné pour les liens. On va revenir dessus et on va lui dire les liens, c'est-à-dire une balise A. Et on va lui dire 2 éléments, que le curseur, c'est le pointeur, c'est-à-dire qu'on modifie le curseur comme c'est alors c'est déjà le cas ici, mais on va s'assurer que c'est le cas pour tous, qu'il y a une petite main qui est ajoutée. Ça, c'est la première chose. Donc, mettre un pointeur en tant que curseur. Et la deuxième chose, c'est text decoration. Et là, on va mettre none pour dire enlever le soulignage, je ne sais pas comment on dit, le texte souligné du texte. On va pouvoir revenir dessus et là on voit qu'il n'y a plus rien. On va rajouter encore une chose. On a vu que lorsqu'on a changé le padding ici, alors je vais l'enlever pour qu'on le revoie, on a vu qu'il y avait des petites pastilles pour les listes. Ça, on veut aussi les enlever. Pour les enlever, on va lui dire, pour les listes, que les 2 listes, c'est-à-dire les listes non numérotées UL et listes numérotées OL, UL et OL, la petite pastille qui est devant, on va l'enlever. Et on va dire list style none. Enlever les pastilles des éléments des listes.
Et si on retourne sur notre texte, on voit que la pastille a été enlevée. Et en plus, maintenant, on peut enlever le padding pour qu'on soit vraiment clean. Là, à partir de maintenant, on a réinitialisé la majorité des caractéristiques qui sont appliquées sur la page. Il y aurait d'autres choses qu'on pourrait réinitialiser, mais étant donné que les éléments autres, comme par exemple les inputs pour les formulaires ou les boutons, on ne les utilise pas encore, je ne vais pas les réinitialiser, on le fera petit à petit, ensuite quand on va faire évoluer la page. Pour le moment, on va se contenter de ça, et on va partir de cette base pour essayer de construire du style qui soit adapté et qui reprenne certains des codes du début, mais qui soient les mêmes sur tous les navigateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message ou si vous avez une suggestion, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. À la prochaine.